Retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Vous l'aurez compris, toute la première partie a été consacrée à la guerre russo-ukrainienne. Un an de guerre, c'était un peu comme une édition spéciale sur cette guerre. On revient maintenant, on va parler du Burkina Faso. L'opération Sabre a quitté le pays et puis justement, quelques jours après le départ de cette opération, les terroristes ont frappé très durement. Dans un premier temps, c'est un convoi de militaires qui a été attaqué avec un bilan très lourd, suivi quelques jours après par l'attaque d'un deuxième convoi, 19 morts dans le deuxième, bilan total pour l'attaque des convois militaires, 60 morts. Dans le même temps, on signale également 13 volontaires pour la défense de la patrie qui ont été tués. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre les deux événements, le départ de Sabre et ces tueries? Toujours avec mes deux invités, Sami Ouro-Sama et Horus Donkovi. Messieurs, je vous propose d'abord d'écouter le Premier ministre malien, Choguel Maïga, qui était en visite au Burkina Faso, le Burkina qui organisait le FESPACO, et le Mali est le pays invité d'honneur. Nous allons écouter les propos tenus donc par le Premier ministre Choguel Maïga à l'endroit des Burkinabés. Il faut tenir bon. C'est pour vous démoraliser. C'est pour que vous doutiez de votre armée. Personne ne viendra défendre à la place de votre armée. Et donc, c'est une période difficile parce que vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc on vous met la pression, on vous sème le doute. Et c'est en ce moment que je crois, comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit être debout comme un. Et pour gagner la guerre, c'est avec nos armées. Aucune armée étrangère. Il faut que cela soit clair. Personne ne viendra mourir pour nous. C'est les Africains qui doivent défendre. Mais pour qu'ils défendent, il faut qu'ils soient sûrs que leur peuple est avec eux, qu'ils ne mourront jamais pour rien. Les mots du Premier ministre malien, Choguel Kolaka Maïga, à l'endroit donc du peuple burkinabé. Samir Ouro-Sama, je vous ai vu un peu sourire pendant que passaient les propos du Premier ministre malien. Le Burkina aujourd'hui, tout comme le Mali, fait face à ce terrorisme. L'armée a payé un lourd tribut au cours de la semaine. D'abord pour vous, est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre le fait que Sabre soit parti et que les terroristes ont regagné en force? Est-ce qu'il y a un rapprochement entre les deux choses? Première observation, je pense qu'il n'y a pas de rapprochement. Si on voit un peu le rôle qu'a joué la task force Sabre, on savait pourquoi il y avait 300 à 400 soldats français stationnés là-bas. C'était pour des opérations spéciales. Donc ce n'était pas véritablement comme l'opération Serval ou Barkhane qui était déployée au niveau du Mali où ces troupes-là participaient à des opérations avec l'armée locale sur le terrain. Donc vraiment c'était une force spéciale. Ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention du Premier ministre, que moi je suis pour le panafricanisme, mais je suis pour le panafricanisme réaliste. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas les moyens de votre ambition, lorsque vous n'avez pas les moyens pour faire face à ce genre d'attaque, parce que à un moment donné, on nous a fait croire que c'était une question de personne. Donc on a eu le renversement d'abord de Blaise Compaoré, parce que le gars voulait s'éterniser au pouvoir. Après, on nous a dit que c'était une question démocratique. On ne devrait pas permettre à ce que les gens cherchent à s'éterniser au pouvoir. Nous avons eu Marc Christian Kaboré qui a été élu démocratiquement, qui était en plein deuxième mandat lorsque les soldats ont décidé, parce qu'ils n'étaient pas d'accord par rapport à une action qui était entreprise par le régime à l'époque, ils ont décidé de le démettre de sa fonction. On était encore avec le colonel Damiba lorsqu'un groupuscule de soldats qui aussi n'étaient pas d'accord par rapport à sa philosophie ont décidé de le déposer. Donc quand vous avez un pouvoir fragile, mais les terroristes, ils vont en profiter parce que vous n'avez pas un pouvoir vraiment assis, une autorité. Parce que même aujourd'hui, vous avez au sein de l'armée des petits groupes qui attendent également que de tels actes se perpétuent et à un moment donné, ils vont sortir de leur silence et prendre le pouvoir. La raison qui va être évoquée, c'est la recrudescence de l'insécurité au pays. Donc,
la question de la lutte contre le djihadisme, contre l'extrémisme violent au niveau de nos pays ne doit pas être des luttes endogènes. Ce n'est pas seulement, contrairement, je peux le décevoir, mais contrairement à ce qu'il pense, la lutte ou la réussite dans cette lutte contre le djihadisme ne sera pas effective que par la seule volonté ou la seule force de nos armées. Il se trompe largement là-dessus, parce que c'est un phénomène qui n'est pas, si je le dis, qui va au-delà de nos frontières propres. C'est-à-dire que le terrorisme qui est en vogue au niveau du Burkina Faso dépasse les frontières du Burkina. Nous en payons les pots cassés. Après, nous avons vu le Bénin. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure, si nous ne prenons pas attention, le phénomène va s'externaliser et va prendre toute la côte subsaharienne. Et ce sont les pays qui vont être déstabilisés par cela. Donc pour moi, ce qui est important aujourd'hui... Vous êtes en train de dire que les armées de ces pays, de nos pays, sont aujourd'hui elles sont incapables de le faire. Mais s'ils veulent poursuivre, vous allez voir les Russes, elles sont incapables de le faire. Il faut l'admettre. Il faut travailler pour renforcer nos armées. Il faut renforcer les capacités techniques, mais également les capacités matérielles. Il faut une coopération. Il faut une coopération. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup vont se dire que non, la Russie a commencé par soutenir. Mais la Russie n'est pas là pour faire du Papa Noël. Ce n'est pas un bon samaritain. La Russie est également là pour des intérêts. Contrairement à ce que les gens disent, aussi. Mais le groupe Wagner dont on évoque chaque temps, lorsqu'ils arrivent dans un pays, on leur donne des ressources à exploiter. Est-ce que cela va dans notre intérêt? Parce que nous avons un problème sécuritaire. Moi, je pense qu'il faut penser le problème de façon globale au niveau de la sous-région, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO. Imaginez un mécanisme qui nous permet ensemble de conjuguer nos efforts, c'est-à-dire que les armées de la CEDEAO, c'est vrai qu'il y a eu des initiatives au niveau vouloir mettre en place une force. Moi, je pense qu'on ne doit pas aller vers là, non. C'est-à-dire que mettre en place une force, non, on ne doit pas aller vers là. Il faut renforcer la coopération et il faut travailler à renforcer nos armées, mais en attendant, nos forces armées à elles seules, notamment pour chaque pays, notamment le Burkina Faso, pour être plus précis, ne pourra pas combattre le djihadisme seul. Horus Donkovi, ce qui s'est passé au niveau du Burkina Faso ces jours-ci a été quand même un peu, disons-le, un peu terrible parce qu'on a perdu beaucoup d'hommes. Du coup, beaucoup s'interrogent. Est-ce qu'on est dans un pays quand même en guerre? C'est une guerre asymétrique dont on sait que l'ennemi peut venir d'un peu partout. Quand on est dans un convoi, on suppose que vous devez être armé jusqu'aux dents. Est-ce que finalement on est avec des armées pas si bien préparées que ça? Bon, alors là il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et bon, il va falloir que je nuance. Alors, le FESPACO s'est tenu au Burkina. C'est parce qu'il y a des soldats qui protègent le Burkina. Et ces soldats, majoritairement, sont burkinabés. Au Togo, nous sommes en sécurité. C'est pas les troupes françaises ou américaines. C'est nos soldats. C'est nos soldats. Alors, c'est vrai que à cause de certains passifs, généralement, on a des frictions, il y a un rapport très conflictuel entre les populations et l'armée, mais après, la sécurité de Bamako, c'est l'armée malienne qui l'a fait. S'il était possible pour les terroristes d'aller me poser une bombe à Bamako, ils l'auraient fait. S'il était possible pour des terroristes de venir poser une bombe à Lomé, ils l'auraient fait. C'est parce que vous avez des troupes togolaises qui protègent le Togo. Le Burkina, c'est la même chose. Si on peut faire sauter Kossiam, ils auraient fait quoi? Ils auraient fait sauter Krosian. Mais c'est parce qu'il y a des forces de défense burkinabais qui sont là. Maintenant, le rapport entre le départ de Sabre et ce qui s'est passé, moi je dirais plutôt oui. Parce que effectivement, on a des gens qui étaient dans un système de coopération qui s'en vont. Et on a effectivement peut-être un groupe armé qui se dit, ok, d'accord, cela va être facile. Et je pense que s'ils n'ont pas pu poursuivre leurs exactions plus loin que ce qu'ils n'ont fait, c'est que quelque part, il y a toujours des forces de défense. Des pertes de vie de nos militaires, c'est pas maintenant. C'est depuis le début de tous ces conflits. Sauf que, malheureusement, comme ce ne sont pas nous, généralement, qui détenons les informations, ce qu'on met en exergue, ce sont les pertes de vies humaines des autres.
de ceux qui sont venus de l'extérieur. C'est ces pertes de vies humaines-là que le met en exergue. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on parle beaucoup du groupe Wagner. Mais je suis d'accord. Effectivement, c'est vrai. Ils sont là pour des intérêts. Mais il faut faire attention. Les autres étaient là pour des intérêts aussi. Les autres, lorsque les armées nationales avaient la prétention de reconquérir des territoires, mais ce sont les autres qui leur intimaient l'ordre de ne pas le faire. Je vais donner 3 cas. Lorsque l'armée malienne aurait pu reconquérir Kidal, mais c'est pas elle qui stoppe le front. Lorsque en Côte d'Ivoire, l'armée de Gbagbo peut prétendre avancer, mais c'est pas elle qui stoppe le front. Lorsque au Togo on a attrapé les pilotes biélorusses, mais ce sont les forces de défense togolaises qui ont attrapé les forces biélorusses. Et effectivement, dans l'inconscient collectif, ce qu'on nous met, c'est que nos forces de défense sont incapables. Mais le fait est que ce sont les forces de défense togolaises qui ont attrapé les chasseurs biélorusses. Qui a décidé qu'on les relâche? Mais c'est pas les Togolais. Et après, actuellement, on est dans un procès à l'extérieur. Donc, ce que M. Choguel Maïga dit, c'est vrai. C'est que la défense, il n'y a que nous qui pouvons l'assumer. Au sortir de la colonisation, ce qu'on nous a vanté, ce sont les camps, c'est-à-dire les bases. Ouais. Non, chaque pays a ses bases. Mais après, au final, on a vu que les bases, elles sont pas là pour la protection du territoire. Elles sont là pour la protection d'un groupuscule de personnes qui sont choisies à Villa Charlotte. Comment dirais-je, je pense qu'il y a l'amalgame qu'il ne faut pas faire, c'est que la défense du territoire, quoi qu'il advienne, elle appartient aux États africains et plus largement aux populations. C'est pour ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant il dit, si vos forces ne se sentent pas soutenues par les populations, elles n'auront pas l'ardeur qu'il faut pour aller au combat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que effectivement, là où je peux rejoindre la question de la coopération, c'est que malheureusement, nous ne fabriquons pas d'armes. Nous n'avons pas l'expertise de ces armes-là, nous n'avons pas la maintenance de ces armes-là, et effectivement, il faut aller chercher les armes. Et c'est là où vous avez, je pense, dans un discours de Patrice Talon, à un moment, il interpelle Macron et dit « Mais nous avons besoin d'armes. » Il ne demande pas d'hommes. Il dit « Nous avons besoin d'armes. » Et quand vous prenez la Centrafrique, c'est toujours le même problème, logistique. On a fait un embargo sur l'État centrafricain, ils disent « Mais nous avons besoin d'armes, nous avons besoin d'équipements. » Alors, comment se fait-il, et c'est là où comment dirais-je, la suspicion vient, c'est-à-dire comment se fait-il qu'on se retrouve avec des terroristes qui sont équipés, et maintenant on se retrouve avec des forces nationales où quand il faut les équiper, on émet des conditions. C'est là où je revenais au cas de l'Ukraine. C'est-à-dire, les États vont dire, bon, nous avons besoin de telle quantité d'armes, nous avons besoin de telle expertise, nous avons besoin de tel suivi, et maintenant on va émettre des conditions pour les leur fournir, alors même que les groupuscules, les terroristes armés en face, ils ont cela. Alors, donc, de votre point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que le Premier ministre Choguel Maïga a dit, et ça se comprend, le job, quoi qu'il en soit, c'est nos armées qui vont la faire, c'est nos propres populations qui vont la faire. De quoi elles ont plus besoin? Alors, si tu permets, je vais tout juste émettre un truc. Parce que ça aussi c'est important, ça revient par rapport à l'armée et par rapport à les volontaires, le groupe des volontaires, les VDP. Mais ce qu'on oublie, c'est-à-dire si on quitte le théâtre de l'Afrique, quels que soient les pays, mais effectivement pour défendre le territoire, on a eu recours à la conscription. On a eu recours à la fédération des forces. On oublie que Chiang Kai-shek et Mao, à un moment, se sont unis pour reconquérir la Mandchourie. De Gaulle était hors politique, on le ramène en 58 parce qu'il y a le problème de l'Algérie. Quand vous prenez le cas de Lincoln, Lincoln, une fois la guerre de sécession passée, il s'est fait assassiner, on l'a remplacé. Donc à un moment, parce que c'était pour revenir à la question de M. Kaboré qui a été renversé, alors il faut faire attention, on ne dit pas que cela se fait, que cela est bien. Mais en réalité, dans des périodes de crise, effectivement, les peuples se donnent le loisir de mettre à la tête ou de supporter celui qui vient à la tête et qui se porte garant de la sécurité de l'État. C'est ce qui s'est passé avec De Gaulle. De Gaulle est revenu en 58
En 69, c'est la rue qui le met dehors. Ce sont les marches des gens qui mettent de Gaulle dehors en 68, 69. Et quand vous observez, à aucun moment, quand vous allez en France, personne ne vous dira qu'il n'est pas un héros. On vous dit le général est un héros, il est respecté, révéré, ainsi de suite. Mais cela n'empêche pas qu'à une période de l'histoire, on ait dit, bon, c'est bon, tu as fait ton rôle, tu peux partir maintenant, on veut quelqu'un d'autre. Alors justement, par rapport à nos armées, on est conscient que le job leur revient. De quoi vous pensez qu'elles ont aujourd'hui besoin pour gagner ce combat? D'abord, se restructurer. Je pense que beaucoup de pays africains ont commencé par le faire, notamment nos pays. On parle de soutien des populations. Je pense que non, chaque corps ou chaque secteur de la société doit faire son rôle. C'est-à-dire que quand vous acceptez à aller dans l'armée, c'est-à-dire que vous avez accepté le job, vous le faites si bien, vous êtes payé pour ça, vous êtes consacré, c'est un engagement patriotique, vous le faites en étant fier, quel que soit ce qui adviendra. Et pour moi, quand je parle d'une certaine coopération entre nos armées, ce n'est pas que nous allons recourir aux pays occidentaux, non. Mais entre nous, puisque nous faisons déjà partie des organisations sous-régionales, mais pourquoi ne pas... C'est vrai qu'il y a des coopérations bilatérales, dans certaines parties beaucoup plus multilatérales, mais je pense qu'il faut renforcer cette coopération-là en termes de renseignement, parce que nous n'avons pas des capacités très fortes en termes de renseignement que les djihadistes. Vous savez, c'est vraiment des couloirs obscurs, c'est du grand banditisme international. Comme il le dit, on ne sait pas comment est-ce qu'ils arrivent à s'armer, mais c'est du business qui se fait. Les industries de fabrication d'armes font du business. Peut-être qu'il y a d'autres pays occidentaux qui se trouvent derrière cela, mais a priori, c'est le business. Mais vous comprendrez également que lorsque des pays comme les nôtres exigent à avoir des armes, dans les relations internationales, dans ce monde moderne, il y a également des exigences de la part de ceux qui vont nous donner des armes. Comme il a dit, nous ne fabriquons pas des armes. Donc pour moi, ça passe par la restructuration. Beaucoup de pays le font déjà. Ça passe par le recrutement. Il faut recruter, il faut former également. Il faut former, pas seulement envoyer quelques officiers à l'international, mais il faut faire une formation de masse. Peut-être faire amener des gens dans notre pays et se faire former. Par exemple, sur cet aspect, j'écoutais une analyse la dernière fois où la personne posait un problème par rapport à la formation. Elle disait qu'on a par exemple des officiers qui viennent d'écoles de guerre différentes. Exactement. Donc la coordination sur le terrain pose problème. Exactement. Donc je pense qu'il faudrait imaginer un mécanisme qui permet à ce que les forces de sécurité soient pas sur le même niveau de formation, mais les éléments de base qui soient les mêmes partout. C'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte que la technique qui est enseignée soit pratiquement la même pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de coordination sur les champs de bataille. Et ensuite, il faut investir dans l'armée. Il faut qu'on investisse parce qu'on fait face à de nouveaux défis. Donc, il faut investir davantage dans nos armées et il faut également c'est un mal nécessaire, mais il faut également coopérer avec ces grandes puissances-là. Contrairement à ce que les gens disent, à un moment donné, les Européens ont eu besoin de nous. Nous sommes allés combattre à leur côté lorsqu'il s'était agi des différents conflits mondiaux. Je peux décevoir le Premier ministre Chagall qu'on n'a pas besoin d'autres personnes, mais à un moment donné, on a besoin d'autres personnes. Mais ça dépend sur quelle base vous coopérez avec une telle puissance ou une autre. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis convaincu que on ne nous a pas forcé à conclure des accords qui ne nous arrangent pas. C'est parce que qu'il y a eu des dirigeants à qui on a donné ce mandat-là de gérer les affaires publiques à notre place. Donc ils ont décidé, c'est parce qu'on les a donné cette légitimité de négocier, parce que tous les Togolais ou tous les Africains ne peuvent pas se retrouver autour d'une table pour négocier. Donc si nous jugeons que les accords qui ont été négociés, et ça en va, c'est la même réalité, contrairement à ceux de niveau d'analyse qu'il a effectué, qu'on peut permettre à ce qu'en Afrique, un dirigeant qui ne dirige pas bien ou à un moment donné qui a failli, qui peut être renversé. Mondialement, c'est comme ça. Qui peut être renversé, mais là, vous avez dit par rapport à l'Ukraine qu'on a chassé le président. Oui. On a chassé le président, on l'a remplacé par le président Zelensky, que vous n'étiez pas d'accord parce qu'on a chassé un pro-russe. Donc pour moi,
si nous nous sommes donné des lois, nous sommes donné des règles, que c'est par ces mécanismes qu'on arrive au pouvoir, il faut véritablement qu'on arrive à respecter cela. Parce que le fait que le pouvoir soit déstabilisé périodiquement, cela fragilise également les décisions qui sont prises. Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est une question de renforcement du pouvoir. Il faut qu'il y ait une autorité de l'État. Ça a disparu. L'autorité de l'État, même au Mali également. C'est la même réalité. Ces Blancs peuvent partir. La France peut partir. L'Union européenne peut partir. Les États-Unis peuvent partir. Mais est-ce que nous sommes capables de pouvoir défendre à nous seuls, sans faire recours à nos frères africains, ne serait-ce que à nos frères africains, pour faire face à ce nouveau phénomène qui est le terrorisme, dont nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. En fait, c'est ça le défi. Est-ce qu'il faut aller seul? Il faut aller collectivement contre ce mal qui dépasse nos frontières. Ce n'est pas les gens peuvent quitter du Togo pour aller attaquer le Burkina, ou peuvent quitter le Burkina pour aller attaquer le Togo. C'est-à-dire que ces djihadistes ont une facilité de circulation de telle sorte qu'on n'arrive pas à maîtriser leur mouvement. Pour moi, il faut, au-delà de tous ces efforts qui doivent être faits pour renforcer nos armées, privilégier l'aspect coopération, non pas seulement avec nous-mêmes, entre pays africains, mais penser à de bonnes relations contractuelles ou à des accords de coopération qui puissent être avantageux pour nos pays. C'est vrai que, par principe, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose que les Français viennent nous aider ou que les Américains viennent nous aider. Si à un moment donné, nous pensons que nous avons besoin d'aide, comme il le dit, nous ne fabriquons pas d'armes. Il y a d'autres techniques que nous ne maîtrisons pas. Parce que nos armées ne font que combien? 62 ans après les indépendances. Donc nous avons également du chemin à faire. Tu dis que non, que tu ne vois pas de problème à ce que les Américains ou des Français puissent nous aider. Mais tout à l'heure, tu trouvais bizarre que les gens puissent avoir recours à Wagner. Alors que l'état mondial des armées actuelles, c'est qu'on est en réalité, dans la plupart des cas, face à des armées privées. Réalité n'est pas un pays. Non. Wagner, nous coopérons avec les États. Oui, non, nous mais, coopérons, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que en réalité, la plupart, Blackwater, tout ça, c'est des, oui, la plupart, c'est du temps, ce sont même les organismes internationaux, ils font recours à des armées privées. C'est quelque chose qui est privatisé. C'est là où je suis d'accord avec toi quand tu parles de l'argent qui circule et dont on ne parle pas. Maintenant, comment dirais-je, au niveau de quand tu dis les accords de coopération, ils sont dénoncés justement parce que il fut un moment en Afrique, les présidents qui étaient porteurs, les hommes d'État qui étaient porteurs de messages salvateurs, de gestion de l'État de façon positive et ainsi de suite, ont été renversés. Ils ont tous été... En moins de 5 ans, on les a tous flingués. Nyombe est flingué, Olympio est flingué, Nkrumah a flingué. Il y a de cela 62 ans. Ah mais non, mais justement... de l'État moderne. Non, mais justement, à l'échelle d'un État... En ce moment, nous étions en construction. Non, vous comprenez que nous n'avons pas tous les moyens nécessaires. Non, à l'échelle d'un État, 60 ans, c'est pas rien. Mais c'est beaucoup, hein. À l'échelle d'un homme, pour nous, si on met 60 ans plus notre âge... c'est quelque chose. Mais à l'échelle d'un État, 60 ans, ce n'est pas rien. C'est-à-dire le fait par exemple d'avoir renversé par exemple l'Olympio au Togo ou d'aller bousiller qui était également complice. Comme vous voyez un peu l'histoire du renversement de ces dirigeants qui portaient vraiment cette nouvelle-là, c'est parce qu'à un moment donné, nos frères ont coopéré. Non, je suis d'accord. Le mal, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas de problème. Mais si le frère a coopéré, il y a eu un instigateur. C'est pas si tu vois. Si le frère a coopéré, il y a eu des économies qui ont été conditionnées. Et en réalité, même elles sont conditionnées même avant qu'on appelle la colonisation. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il y a eu des instigateurs, il y a eu une mise au pas des économies, il y a eu une mise au pas des programmes, une mise au pas des armées, et ainsi de suite. Maintenant, moi, je trouve même d'ailleurs une anecdote intéressante par rapport à ce que Samuel a dit. Quand il dit, il parle des officiers qui ont reçu une formation et qui, comme par hasard, ont du mal parfois à s'entendre sur les stratégies à faire. Mais vous allez remarquer que justement, la plupart des coups d'État sont réalisés par des capitaines. Par ceux qui sont au front. Sankara était capitaine, Rawlings était capitaine, déjà à l'époque. Vous regardez maintenant actuellement, c'est la même chose, ce sont des capitaines.
La plupart, c'est pas des généraux, c'est pas des chefs d'état-major et ainsi de suite, parce que il s'agit de personnes qui sont sur le théâtre des opérations, qui observent ce qui se passe. D'ailleurs, il y a une superbe intervention de monsieur Ibrahima Traoré, où il raconte ce qui se passe au front, où il parle des villages, il parle de la pauvreté, il parle de ce qu'il a rencontré et ainsi de suite. Il est au front, et c'est parce qu'il est au front, justement, parce qu'ils ont subi dans la chair ce qui s'est passé au front, qu'à un moment, ils voient que non, qu'il y a comment dirais-je, il y a une différence entre les prises de décision au niveau de l'État, où tout le monde est dans la climatisation, est protégé, on est à Ouaga, on est à Bamako et ainsi de suite, et ce qui se passe sur le front. Donc, la plupart des coups d'État, ce sont les sous-officiers. Juste pour dire que, là, par exemple, ce que je trouve beau, et qui est un bel idéal, effectivement, on parle de coopération, on parle même de fédération. Quand on parle de la fédération... On a vu, l'histoire nous enseigne suffisamment, il y a eu un échec par le passé. Pour la fédération du Mali. Bien sûr. Mais attention, la fédération du Mali a été un échec, parce que la fédération du Mali, alors c'est 59. Nos États indépendants, c'est 60. Et la fédération du Mali a été un échec parce que des personnages comme Oufoué ont mis en parallèle le Conseil de l'Entente. Mais ce sont des Africains. Oui, non, ce sont des Africains. Si nous avons eu des problèmes, c'est que nous-mêmes Africains, à un moment donné, il y avait des divergences entre nous. Non, maintenant, les divergences qu'il y a entre nous, je suis tout à fait d'accord, je ne les remets pas en cause. Les divergences qu'il y a entre nous, il faut reconnaître quand même qu'elles sont largement organisées et que les duplicités sont encouragées. La balkanisation de l'Afrique, elle n'est pas du fait des Africains, elle date de 56. Il s'agit des lois... des lois de la colonisation. Exactement. C'est des lois Gaston Deffer. Et c'est Gaston Deffer qui fait tout pour que les Africains passent... Alors, je vous donne une idée. Quand vous prenez le PDCI, une anecdotique, le PDCI, en fait, le nom du PDCI, c'est le PDCI-RDA, le Rassemblement démocratique africain. Le Rassemblement démocratique africain, c'est un des premiers partis panafricains. Et il date des réunions de Bamako de 1946. Donc déjà à l'époque, avant que Gaston Deffer ne vienne, je pense en 56 ou en 54, fixer la balkanisation des États en fonction des provinces de l'AOF, mais déjà les Africains avaient conscience de faire quelque chose de grand dans l'unicité. Donc la plupart quand vous prenez cette conférence, la plupart des leaders qui vont être les porteurs de l'indépendance, ils étaient à cette conférence de Bamako de 46. Juste pour dire que l'Africain, dans son élan de stratégie de regroupement, même s'il y a eu des frictions, quand vous prenez ceux qui étaient dans l'Union et qui voulaient le fédéralisme et ainsi de suite, la conférence de Rabat, de Monrovia, il n'y a pas de problème. Toujours est-il que la volonté d'union, elle a toujours été là. Elle a toujours existé. Maintenant, les politiques vicieuses comme la France-Afrique, les réseaux FOCA, la Villa Charlotte et ainsi de suite, on ne peut pas, au bout de 60 ans, dire c'est du passif, on met à la poubelle, alors même que jusqu'à présent, ça continue. Les scandales, on a eu Total Fina Elf au Gabon, Congo, Angola. Ça fait pas longtemps, on a encore un scandale Total en Ouganda. C'est la même chose. Le scandale au Niger avec Areva, il y a encore des conséquences. Les populations, elles sont là avec les scandales du Nigeria avec l'exploitation du pétrole. La guerre du Biafra, les conséquences de la guerre du Biafra, on les a toujours. Le Sahara occidental avec le Maroc, mais même chose. La Casamance, mais même chose. D'accord. On va évoluer, si vous permettez, vers le dernier sujet. Nous parlons maintenant du Togo, le bilan des accidents de la route, bilan présenté par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Damham Yark. Son département a répertorié en 2022 au total 683 morts dans des accidents de la circulation. La majorité des décès liés aux utilisateurs d'engins à deux roues. Dans la même année, on a eu 9 918 blessés contre, il faut le dire, 680 morts en 2021. Donc 3 morts de plus en 2022 contre 9 376 blessés donc en 2021. Ouro, Sama, on a eu quand même beaucoup j'ai envie de dire beaucoup d'initiatives prises par le ministère de la Sécurité pour juguler un peu les accidents, parce que imaginez 0 accident sur la route, ça relève de l'impossible. Mais est-ce que ça marche?
toutes ces initiatives avec ces morts en constante hausse? Les mesures, c'est une bonne chose. Vous savez, lorsque vous êtes dans un pays, vous êtes dans un État et que des mesures sont prises, il faut des personnes pour les appliquer. Donc, les personnes pour lesquelles on édicte des tests, on édicte des lois, ces personnes-là doivent pouvoir s'approprier ces mesures-là et pouvoir les mettre en application. C'est vrai qu'il y a d'autres mesures qui relèvent de l'autorité même, de l'autorité publique. D'abord, en faisant en sorte que nos routes soient beaucoup plus bien faites, que les routes soient dotées des points de signalisation, que les routes soient bien tracées. Et de plus en plus au cours de ces dernières années, nous voyons qu'il y a des améliorations. C'est vrai qu'il y a des défis qu'il faut relever dans ce sens-là. Mais on constate que de plus en plus des accidents augmentent sur nos routes. Et le pire, c'est que les accidents tuent toujours. Ouais. Donc, comme on le dit toujours, qu'il y ait un mort, 2 morts, 3 morts, je pense que c'est un mort de trop lorsqu'il s'agit de circulation. Et qu'on doit pouvoir relever les causes. D'abord, nous avons l'incivisme dans la circulation. Ouais. Les gens... Je sais pas si c'est une question d'éducation à la base, c'est une question de culture, mais nous avons constaté que sur la route, il y a de l'incivisme. Tu vas voir ton frère, par exemple, il est en train de filer, vous arrêtez à un point de signaliser, un feu tricolore, tu lui donnes des conseils, il va te dire, par exemple, que ce n'est pas toi qui l'as acheté l'engin, ou même s'il meurt, ça ne te regarde pas. Et tout. De deux. Et quand il va tomber plus loin, c'est lui qui va demander ton aide. Exactement. De deux, les gens ne respectent pas les signalisations. Ouais. Vous vous rendez compte que lorsque vous arrivez à un feu tricolore, vous êtes pratiquement le seul ou 2 personnes à vous arrêter, les autres. Et si malheur y arrive, tu vas voir, juste à quelques mètres, tu vas le retrouver et qu'il est tombé. Peut-être il sera blessé ou il va être décédé en circulation. Ou les gens, lorsque tu arrives à une intersection, l'allure à laquelle, mais je vois des Togolais, lorsque les Togolais arrivent à des intersections où il n'y a pas souvent des signalisations, mais l'allure, la vitesse à laquelle la personne est en train de rouler, mais tu vas te dire si la personne est sur terre véritablement. Le dernier volet, c'est que vous vous rendez compte que malgré qu'il y a l'aspect contrôle technique des engins, mais tu vas te retrouver avec des engins pas possible. Mais tu vas te dire, est-ce que la direction, je pense que c'est la direction des transports routiers, ferroviaires, est-ce qu'ils font véritablement leur rôle? Et pour la petite parenthèse, vous savez que lorsqu'il s'agit de parler de corruption, la question de transport occupe une grande importance, où les gens achètent des permis, où les gens soudoient les agents publics pour qu'on leur donne l'autorisation de circuler. Donc il y a beaucoup plus de ces pratiques-là qui mettent à mal les efforts que le gouvernement est en train de déployer pour permettre à ce que les populations se sentent beaucoup plus en sécurité en circulation. Ça me rappelle, j'ai une amie qui voulait avoir son permis et qui me dit non, qu'il va rester à la maison, on va lui apporter ça. Ah ouais? Ça existe. Ah ouais, mais non, il là. me dit oui, j'ai dit mais non, mais va passer les examens. Les examens, c'est ça. Finalement, quand on écoute le ministre de la Sécurité, les causes, et je pense que Ourossama est revenu là-dessus, mais le facteur humain est déterminant. Alors, le facteur humain, c'est vrai que le facteur humain est déterminant. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être dans nos paradigmes en tant que Togolais, parce que le Togolais, généralement, il est considéré comme quelqu'un de courtois et d'accueillant. Après, il faudrait peut-être qu'on demande à nos anciens, peut-être qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que le Togolais, il laisse pas le passage. Ça, je sais pas pourquoi, mais c'est-à-dire, il arrive, il laisse pas le passage. Il peut voir il doit pas laisser c'est comme si on a l'impression que le fait de freiner pour laisser le passage, mais c'est exceptionnel. Donc il laisse pas. Mais c'est fou cette histoire. alors il y a ce côté-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup l'incivisme des gens, notamment. Alors là, je mettrai tout le monde, que ce soit ceux qui sont à 4 roues, 2 roues, ainsi de suite. Après, c'est vrai que mon étonnement aussi, c'est surtout les poids lourds qui font des surcharges. Oui. Là, parfois, je suis étonné parce qu'il y a de telles surcharges qu'on se dit quelque part que c'est impossible pour des forces de l'ordre de ne pas remarquer la surcharge sur c'est impossible de ne pas remarquer ça. Après, là où quand même je vais indexer un peu l'État, il y a la question des routes. Oui. On a un problème de route. Je prends l'exemple de la voie d'Avier. Alors, vous allez à Davier, jusqu'au péage, c'est bon, vous avez votre 4 voies et ainsi de suite. Et puis, brusquement, après le péage, vous vous retrouvez avec
un bricolage de goudron là, et que vous devez gérer jusqu'à Atapamé. Et à partir de, je pense, quand vous quittez Atapamé, Agné, Verbon, vous avez un goudron approximatif qui est pas... Bon, il faut des routes. La fois dernière, moi j'étais en déplacement, le camion qui nous précédait a fait un tonneau. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort, ils ont dû casser le pare-brise pour sortir. Donc il y a un problème de route, il y a un problème de signalisation. Par exemple, je vais donner l'exemple au niveau de la société Ebomaf, ils ont fait un superbe travail sur la voie d'Adido-Gomé. C'est bien, tout le monde a salué. Je pense pratiquement en 6 mois, 8 mois, on avait un superbe goudron, ainsi de suite. Mais cependant, par exemple, jusqu'à présent, il n'y a pas les feux rouges. Il n'y a pas de feux rouges. Donc, comme c'est une nouvelle voie, et comme elle est large, mais les gens, ils y vont à fond la caisse. Et il y a beaucoup d'accidents à ce niveau-là. Il y a aussi, au niveau de l'incivisme, il y a aussi quelque chose qui est agaçant et qui est vraiment de l'ordre des populations. C'est le fait que vous allez voir des voies où la voie, elle est large. Et après, pour une raison inexpliquée, vous avez, parce qu'il y a une vendeuse, vous allez voir des gens qui vont garer parfois à même la moitié du goudron parce qu'ils veulent, soi-disant, acheter quelque chose. Mais c'est pas possible. Et parfois, c'est aux heures de pointe. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de nos responsabilités. Et puis après, oui, il y a le fait que le gouvernement, on espère, se mette à faire les routes comme elle a commencé à le faire. Parce que après, si vous voulez, peut-être la frustration que l'on peut avoir en tant que Togolais, c'est que Lomé est quand même une belle ville. Quand on voit les axes, les voies, c'est beaucoup plus désenclavé que certaines capitales africaines. Vous pouvez, pour aller d'un point à l'autre, vous pouvez vous permettre de prendre plusieurs chemins. Mais pour pouvoir emprunter ces chemins, encore faut-il que ces voies soient goudronnées. Donc on a de grands axes qui, à mon sens, mériteraient d'être goudronnés. Quand vous prenez, par exemple, la voie de entreprise de l'Union à Madaromé qui va vers Kosigan, vous prenez la voie de Zosimé qui va vers Agoué, il y a un certain nombre d'axes qui mériteraient, à mon sens, d'être goudronnés et que les voies, s'il vous plaît, soient assez larges pour que les gens puissent se permettre d'avoir le choix de leur itinéraire. Alors, quand on parle maintenant de la question du réseau routier, je pense que Horus Onkovi l'évoquait, est-ce qu'au niveau de l'État, vous avez le sentiment que le développement du réseau routier suit le développement du parc automobile? Parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez en circulation, vous avez de nouveaux types d'engins, les tricycles. Moi, j'avoue que l'une de mes grandes faiblesses, c'est que j'adore prendre les tricycles. Il m'arrive très souvent de laisser la voiture et d'y rentrer, mais ça roule n'importe où. C'est des gens qui conduisent, qui ne savent pas véritablement, connaissent pas grand-chose du code. C'est vrai que le dernier Conseil des ministres a pris un certain nombre de mesures pour qu'ils puissent passer le permis et tout, mais est-ce que notre parc auto est en adéquation avec le réseau routier? Je pense que c'est une question de temps. Et pour moi, c'est en train de suivre véritablement. Quand vous arrivez dans les grandes agglomérations, dans certaines villes, il y a certaines formes d'engins qui sont interdits de circulation. Dans certaines parties des grandes villes, c'est-à-dire les motos, les vélos ou les tricycles, comme vous le dites. Quand vous arrivez dans ces villes-là, ces genres d'engins sont interdits de circulation pour permettre à ce que la circulation puisse être fluide et tout. Vous l'avez annoncé, la première mesure pour permettre à ce qu'on puisse avoir un niveau de satisfaction par rapport au comportement de ces conducteurs de tricycles, c'est de leur permettre de passer le permis de conduire. Même ceux qui passent même le permis de conduire pour les véhicules, on a toujours des problèmes parce que ceux qui font des accidents ont toujours des permis. Donc je pense que ça ne va pas résoudre totalement le problème, mais ça permettra véritablement de maîtriser un peu le problème. La question du développement du parcours routier ou du réseau routier est une question primordiale. Je pense que pour les autorités, ça l'est également. Comme Horus l'a dit par rapport à la route nationale numéro 1, je pense qu'entre-temps, il y a eu un projet d'autoroute qui était annoncé par le gouvernement pour permettre à ce qu'on ait des voies larges et avoir les deux allées. Est-ce qu'on a de l'espace? Parce que quand vous arrivez vers Tchévier, vous voyez le est-ce que vous savez qu'il y a eu des études qui ont été déjà faites et que le projet a été validé et que le projet va être réalisé sous forme de PPP, donc un contrat de partenariat public-privé. Le gouvernement est allé chercher de l'argent au niveau des
des fonds saoudiens, voie-là, un truc comme ça. Donc, je pense que la dernière fois, j'apprenais que le projet était fin prêt. Donc, ils ont déjà étudié la faisabilité. Donc, il y aura des gens qui vont être dédommagés et tout ça là, comme on a l'habitude de le faire. Donc, l'expropriation pour cause d'utilité publique pour permettre à ce qu'on puisse faire cette voie-là. Donc, ça va peut-être résoudre le problème. Au niveau de la capitale, il y a énormément de besoins pour satisfaire les populations, notamment en période de pluie où certaines routes sont impraticables et tout ça là. Je pense que les routes vont permettre à ce qu'on puisse résoudre le problème. Mais je pense fondamentalement que le travail qui va être fait pour permettre à ce qu'on résolve le problème là, c'est de travailler sur l'humain, le capital humain, sensibiliser l'homme. Qu'après tout, lorsqu'il a des problèmes de santé, un accident ou une mort, cela ne va pas changer grand-chose au niveau du gouvernement. Ils vont continuer par vivre, ils vont continuer par circuler, mais c'est nous-mêmes le problème. Nous aurons les familles, souvent même certaines familles ont des difficultés à prendre soin de ces personnes-là lorsqu'on les envoie à l'hôpital et tout ça là. Donc je pense qu'on doit prendre conscience de notre vie lorsqu'on sort le matin, parce qu'il y a des gens qui sortent le matin et ne reviennent pas le soir. Et pour moi, c'est pitoyable de mourir sur la route. C'est vrai que la mort peut nous trouver n'importe où, mais il faut vraiment éviter, prendre des précautions pour éviter soit peu que ce genre d'actes se reproduit, et il faut véritablement qu'on travaille. Le ministre l'a évoqué que l'année 2023 est une année de défi parce que le Togo a adhéré à la charte de la conduite de route, à la charte du code de route. Donc pour moi, le gouvernement va accentuer des mesures, mais il faut se faire accompagner par les organisations je sais pas si c'est des consommateurs, mais ceux qui sont spécialisés dans la prévention routière, pour que le message puisse passer, surtout en langue locale, et que nos concitoyens prennent conscience de leur vie. Alors moi je voulais dire un dernier mot. Après, alors si vous voulez, lors de la période du Covid, ainsi de suite, c'est vrai que c'était une période de crise, mais ça a quand même montré que on est dans une population résiliente qui, lorsqu'elle prend des décisions, peut quand même les appliquer et les maintenir. Alors moi, par exemple, j'étais très étonné de remarquer que les surcharges au niveau des taxis, au niveau des bus qui avaient été stoppés, ont été repris. Bon, par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. Alors que, paradoxalement, le port du masque ou le port du casque, ben les gens, par exemple, sont totalement... Depuis qu'on a pu expliquer, on a pu faire une sensibilisation, expliquer aux gens en quoi le port du casque était utile, le port du masque, ils ont vu pour le Covid, la poussière et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui ont continué à faire le port du masque. Donc, il y a des choses qui sont possibles à notre niveau. Encore faut-il que les gens le veuillent bien. Parce que après, c'est vrai que parfois, il faut quand même l'admettre, c'est plus une question d'incivisme que de réel... Alors, j'évoquais le sujet de la sécurité routière avec un acteur de la société civile qui est du domaine et qui faisait une proposition. Il dit, mais le code de la route, la prévention routière, que ça doit être intégré à l'enseignement. L'élève primaire, collège, lycée doit sortir en ayant maîtrisé le code de la route. Il sait ce que veut dire tel panneau, ce que veut dire telle signalisation de coucher, je pense... ce que veut dire tel signe de l'agent de police. Non, ça se fait, je pense, au niveau des établissements. Ça se fait, mais ça se fait de façon parcellaire. Il y a une prévention roulaire, embryonnaire pour le piéton. On inclut tout dans l'éducation civique et morale. Mais lire la signalisation, non, ça ne se fait pas. Il faut aller dans une auto-école. École, oui, pour apprendre et ainsi de suite. Moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut introduire dans notre enseignement. La dernière fois, on parlait de faire en sorte que les enfants soient éduqués sexuellement, donc une éducation sexuelle. La question de la prévention également. Je pense qu'il faut étudier aux enfants ce qu'ils ont vraiment besoin dans la vie. Oui. Donc il y a certaines matières véritablement qui n'ont pas une valeur ajoutée à la construction de l'humain que nous voulons avoir, parce que quand vous avez des personnes bien formées qui ont un certain nombre de connaissances, qui prennent en compte les conditions endogènes, ça permet à ce que quand l'enfant sort du cursus scolaire, qu'il puisse s'adapter véritablement et qu'il puisse répondre précisément à ce dont la société a besoin, à ce dont chaque secteur de l'économie a besoin, et cela constitue une valeur ajoutée à notre économie, et le développement que nous voulons avoir va véritablement se faire voir. Donc le ministère des enseignements primaires et secondaires, le ministère de l'enseignement technique, je pense qu'ils sont véritablement interpellés à ce que c'est vrai qu'entre-temps il y a eu
il y a en gestation un projet de réforme de notre curriculum de formation. Il faut penser ou il faut ouvrir des brèches à ces aspects-là pour qu'on puisse vraiment former nos apprenants dès le bas âge. Comme on le dit, si on veut changer l'humain, il faut commencer dès le bas âge parce que c'est vraiment à cette étape de la vie qu'on peut inculquer, on peut changer certaines choses. C'est la même chose pour la corruption, certaines valeurs éthiques. Parce que quand vous prenez des tests qui sont beaux, quand vous mettez en place des mécanismes, quand vous mettez en place des mesures, que ce soit dans le secteur du code de la route, dans le secteur de l'éducation sexuelle, dans le secteur de la lutte contre la corruption. Donc, si vous mettez toutes ces mesures en place et que l'humain même n'est pas formaté à cela, ça va être très compliqué. Donc, il faut agir dès le bas âge, dans le primaire, dans le secondaire, premier cycle et puis deuxième cycle. Et je pense que nous aurons une bonne relève pour moi, j'étais un peu étonné par rapport à ton anecdote sur le permis de conduire, parce que moi je me rappelle à l'époque c'était quand même assez radical, c'était des QCM très très radical, voilà, en langue locale et en langue en français. Exactement. Et moi je trouvais quand même intéressant le fait d'être l'anonymat, une certaine rigueur. À la corruption. C'est étonnant, il y avait une certaine rigueur. Au fait. Donc ça m'a beaucoup étonné parce que je trouvais que même les gens vont pour composer, ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont avoir le permis. Ils sont obligés de soudoyer l'agent public. D'accord. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Il y a aussi, peut-être c'est la dernière intervention là-dessus, moi j'ai pas compris à quoi ils ont joué sur la voie Lomé-Vaughan. Après on a posé des balises en pierre à côté, la voie qui n'était pas déjà très large. Et donc du coup aujourd'hui, les véhicules qui s'arrêtent sont obligés d'être sur la chaussée. Le malheur, c'est quand les agents de la sécurité routière viennent pour les contrôler à embouteillage. Mais après, là, et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a eu le cas de la route Lomé-Anéra, qui a mis je ne sais pas combien de siècles avant de... Je ne sais pas s'ils ont terminé. Il y a aussi le phénomène de la voie de la présidence. Oui. Parce que moi, j'ai pas compris pourquoi. Alors, c'était acté qu'il y aurait une présidence. Donc, si vous allez faire quelque chose de sécuritaire et ainsi de suite, bon, ben, vous faites la voie en conséquence, ou bien vous détournez la voie ou ainsi de suite. Alors, ce qui se passe, c'est que au final, on se retrouve avec une demi-voie, alors que on a payé pour 2 voies. Et à un moment, on doit détourner, il y a des blocos. Bon, donc je pense qu'il y a des responsabilités partagées. Il y a des efforts à faire de part et d'autre, et puis on espère que cela se fera afin de pouvoir... Après, effectivement, on n'a pas abordé la question, parce que ça peut faire l'objet d'un autre sujet, mais la question de la capacité pour nos hôpitaux et même pour nos pompiers à s'occuper des accidentés. La question des urgences. La question des urgences, le prix qu'il faut mettre aussi pour une opération. J'ai promis à ces policiers d'en parler. J'ai eu une altercation avec des policiers le dimanche dernier. Parce que le feu n'était pas allumé. Et donc on a douté, on est rentré, ils m'ont interpellé, j'ai dit mais va vérifier, le feu n'est pas allumé. Finalement ils m'ont dit, je leur ai promis d'en parler. Veillez à ce que les feux soient fonctionnels. Merci de nous merci à vous d'être passés, animer cette émission avec moi. On se retrouve le samedi prochain.